Donc maintenant, on va partir sur un retour d'expérience, toujours plus de data, d'agilité, un pilotage qui se veut en temps réel, en ayant une anticipation du futur. Bref, tout ça avec une équipe plutôt réduite pour un grand groupe. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de défis, beaucoup de challenges à relever. C'est pour Mathieu Maurras, responsable data innovation Carrefour Property, qu'on va échanger et que je vous invite à accueillir sur scène sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi, Mathieu. J'ai évoqué quelques chantiers. Il y a des enjeux, ouais. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, on t'en prie. Alors, est-ce que tu pourrais nous, je ne vais pas être très original, mais nous présenter Carrefour Property quand même, poser le cadre, tout simplement, pour notre audience. Qui êtes-vous? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas effectivement Carrefour Property, c'est la foncière de Carrefour. Donc, en tant que foncière, elle possède les murs des hypermarchés, des supermarchés. Elle a été créée en 2008. Avec pour enjeu principal de maîtriser les coûts et les dépenses liées aux charges courantes et de travaux des centres commerciaux, mais également avec une volonté de dynamiser les centres en gérant notamment de larges travaux de rénovation. Et pour ça, on s'appuie sur plusieurs métiers au sein de Carrefour Property: la gestion locative, l'exploitation immobilière, l'asset management, la promotion et le développement. En 2014, une autre foncière est créée, Carmila, qui celle-ci possède les centres commerciaux, les galeries, mais Carmila, c'est pas Carrefour, pas que Carrefour, c'est 35% Carrefour, le reste c'est des investisseurs tiers. Et Carmila doit, garantir l'attractivité de nos centres. Et de nouvelles métiers arrivent avec la direction de centre, du marketing, de la commercialisation. Et l'enjeu de Property, c'est donc, il est triple, il faut être au service de Carrefour et des formats de Carrefour, au service de Carmila pour lui assurer la facturation de ses loyers et le recouvrement de ses loyers, et au service aussi de notre propre business, puisque vous avez vu que dans la presse récemment, on a déployé des bandes électriques. Ça fait partie aussi des enjeux de Property. Et la DSI, dans tout ça, eh bien, on doit fournir tous les outils informatiques, et qui ne sont pas du coup de Carrefour, donc qui sont propres à la foncière, et aussi tous les outils de dashboarding qui permettent de piloter cette activité. Et donc, comme l'a dit Guilhem, pour faire tout ça, on n'est pas très nombreux. On a longtemps été 2, et voire une personne sur la partie data. Alors, grâce à l'arrivée d'Ervan en septembre, maintenant on est 3. Mais ça reste quand même effectivement pas très nombreux pour donc 700 collaborateurs, 3 pays, France, Italie, Espagne, et une vingtaine de métiers différents. Donc, pour garantir, là encore, une réponse aux besoins utilisateurs, il faut faire preuve au quotidien de beaucoup d'agilité et de pragmatisme. Justement, on va y venir, on va être très pragmatique, c'est plutôt l'ADN aussi du hub. Explique-nous un petit peu comment ça se passe, comment être pragmatique en étant assez peu nombreux finalement pour un grand groupe. 3 pays, tu l'as dit, 700 collaborateurs, comment on parvient à tenir ces enjeux et à les respecter? Alors, l'agilité, c'est vrai que c'est un mot à la mode, on en entend parler depuis maintenant des années, à tel point qu'il perd un peu de son sens. L'agilité, pour nous, elle est nécessaire. Et l'agilité, c'est vraiment un état d'esprit et cette volonté de toujours vouloir adapter, chercher l'outil adapté au business et non pas adapter le business à l'outil, ce qui est souvent le cas. Donc pour faire ça, il faut des outils effectivement agiles. La rapidité est évidemment clé dans l'agilité. Donc on préfère produire 80% du besoin exprimé tout de suite, le plus rapidement possible, plutôt que 100%. Les 20% finalement peuvent être très consommateurs de temps et vous vous rendez compte qu'à la fin, ils n'étaient pas si utiles. Donc on s'appuie du coup sur des outils plutôt low-code, très agiles, et on les choisit non pas pour une réponse à un besoin immédiat, mais plus par rapport à leur potentiel et leur capacité à répondre à des besoins qu'on ne connaîtrait pas à ce jour. Donc, des outils, et c'est une culture aussi finalement, client-centric évidemment, mais voilà, avoir un délivrable, finalement 80% en tout cas de celui-ci, très rapidement, ça demande aussi une acculturation, une explication. Comment ça se passe? Alors effectivement, quand on était arrivé, on s'est vite aperçu, comme beaucoup d'entreprises, il y a énormément de pertes de temps dans le dashboarding, donc dans la récupération de données, dans la construction de ces données, dans la production de ces données et l'analyse. Donc on a commencé par mettre en place un outil de BI, notamment ClickView, qui nous permettait de récupérer l'ensemble des datas de notre ERP de gestion, de les modéliser, de les consolider et surtout de faire comprendre aux métiers que la data fiable, elle était à un unique endroit et que si la donnée n'était pas bonne, eh bien, il fallait la modifier dans le ERP plutôt que dans les différentes Excel qu'on pouvait malheureusement constater.
Et ensuite, une fois qu'on a eu cette data fiable, et c'est vrai que cette acculturation, ça prend du temps, hein, on n'a pas confiance tout de suite dans la data, on a pu rajouter des briques sur des données qui étaient moins cœur business, hein, avec du marketing, avec du Facebook, avec des données RH, juridiques, suivi budgétaire, consommation d'énergie. Donc énormément de KPIs différents, et c'est là où on a vraiment besoin de ces outils modulables à façon. C'est du low-code, c'est aussi la mobilisation d'outils externes pour enrichir avec des data. Exactement. C'est comme ça que vous l'envisagez? Pardon? En termes d'outils, c'est aussi la mobilisation d'outils externes. C'est pour ça. avoir des data externes aussi à ceux que vous mobilisez. Alors vous faites comment pour gérer ce projet avec une petite structure? J'y reviens, pardon, mais voilà, insuffler cette culture data à l'entreprise, c'est pas une mince affaire, j'imagine. Alors du coup, pour assurer l'agilité, encore une fois, et produire le plus rapidement possible avec peu de monde, on a essayé d'optimiser toutes les causes de lenteur d'un projet informatique que, évidemment, je pense que vous connaissez tous. Donc la première chose, c'est de maîtriser son environnement. Alors à la fois technique, c'est-à-dire qu'on maîtrise les outils, on est expert de nos outils. On maîtrise aussi l'infrastructure, c'est-à-dire qu'on est capable, là aussi, d'octroyer des licences, de gérer des évolutions. Voilà, tout ça, c'est à notre main. Et on est surtout expert de la data. Donc là aussi, comme beaucoup, on a concentré la data à un seul et unique endroit, et on est expert par contre des règles de gestion, de comment la data s'organise entre eux. Donc on est force de conseil aussi par rapport aux collaborateurs sur l'utilisation de cette data. La deuxième chose, c'est en termes de profil. Donc au sein de la DSI, on a des profils plutôt double compétence, AMOA, développeur, data analyst, donc ce qui nous permet là encore de bien challenger le besoin. Comme vous dites, on est peu nombreux, donc en gros, si on ne comprend pas l'utilité de la demande par rapport aux besoins de la société, on ne fait pas. À un moment donné, il faut être aussi pragmatique, et il faut savoir dire non, mais pour pouvoir dire non, il faut savoir dire oui la plupart du temps. C'est ça, ouais. Et le troisième point, c'est la confiance et la collaboration, encore une fois, avec les équipes. La confiance, c'est d'abord la confiance de la DSI, donc les métiers viennent nous voir quand ils ont un besoin, et ne cherchent pas tout de suite à faire de l'excès, de la shadow IT, ce qui nous assure là aussi une gouvernance. Il y a la confiance et la collaboration de la DSI vis-à-vis du métier. Encore une fois, on n'atterrit pas les sujets tout seul, hein. Sans la collaboration parfaite des métiers, aucun projet ne sort. Et la dernière, c'est la confiance aussi de la direction. On oublie souvent, mais sans un bon sponsoring, sans une bonne confiance, on ne peut pas valider rapidement des choix technologiques et des orientations. Donc c'est vrai que là aussi, la chaîne de validation, c'est aussi une des causes de lenteur, hein, dans un projet informatique. C'est l'avantage d'être un ou deux. En général, quand on est d'accord avec nous-mêmes, on peut faire le projet, sachant que le coût d'un projet, c'est souvent du temps de développement interne. Donc on a la main sur la priorisation du coup de ces sujets. Les outils data, évidemment, de qualité, savoir l'exploiter. Les talents, évidemment, il faut insister là-dessus. C'est une histoire aussi d'équipe, même peu nombreuse d'équipes, d'état d'esprit. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un exemple concret qui est emblématique, finalement, de cette approche agile? Oui, alors un exemple que je cite de temps en temps. On a eu un besoin à un moment donné de remonter les incidents sur nos centres. Donc on a une centaine de centres, 200 personnes qui peuvent intervenir sur nos centres, donc ils sont en mobilité, hein. Leur seul outil informatique, c'est le smartphone. Et on a besoin d'avoir cette remontée d'informations avec une photo, le fait qu'on puisse derrière gérer un workflow de traitement de cette demande, et que ça puisse être suivi dans un dashboard temps réel pour, encore une fois, s'assurer que tout est traité en temps et en heure, pour assurer, encore une fois, un service client au maximum. Donc j'avais la connaissance d'AppSheet, qui est un logiciel de plateforme de développement low-code, hein, qui permet de développer très rapidement des applications mobiles avec toute la sécurité nécessaire à ce type d'application. Et donc là, le projet, le mercredi soir à 17 h, j'ai un brief de 15 minutes de la direction, et le vendredi soir à 17 h, donc 48 heures après, on fait la présentation de cette solution à l'ensemble des métiers, qui, dans la foulée, ont pu le télécharger et utiliser l'application, donc 48 heures pour créer, développer, designer, recéter, mettre en prod et même acheter les licences. C'est pour vous montrer la capacité de ce type d'outils, alors encore une fois, sur des besoins relativement simples, mais qui peuvent vite être complexes quand on parle de beaucoup de personnes en collaboration directe. Et un autre exemple, en termes d'utilisation de nos outils de BI aujourd'hui, c'est 7000 heures par mois, donc c'est 45 personnes à peu près full-time qui utilisent ces applications finalement avec 2 personnes pour tout faire, former, faire évoluer, etc. Alors, il nous reste 1 minute, quelles sont les prochaines étapes, les enjeux clés en termes de data et d'IA pour Carrefour Property, et les 3 messages clés aussi que tu souhaiterais partager à notre audience, s'il te plaît? Alors, brièvement, les prochaines étapes.
Donc, on a quand même à un moment donné un problème de bande passante, hein, c'est pas miraculeux. Donc, la prochaine étape, c'est d'aller former les métiers à utiliser cette data, à créer leur propre dashboard, mais toujours à partir d'une donnée maîtrisée, avec une gouvernance de la DSI et un conseil. La deuxième chose, c'est qu'on a des forts enjeux aussi au niveau de la réduction de nos énergies, donc moins 40% d'ici 2030. Et là, on compte bien utiliser l'IoT, tous ces modèles prévisionnels pour nous aider. C'est un point, c'est pas le seul, mais c'est un point pour nous aider à réaliser ce challenge. Et en termes de messages clés, donc, on est capable de réaliser finalement des projets complexes, même dans un grand groupe, si on a les bons outils, les bonnes personnes et le bon état d'esprit. Deuxièmement, on gagne du temps à perdre du temps, c'est-à-dire qu'on gagne du temps, on perd souvent du temps à rechercher des nouvelles solutions, mais c'est jamais une perte de temps puisque le jour où on en a besoin, du coup, on peut gagner en productivité. Donc c'est là que l'innovation, c'est ça aussi, c'est tester, échouer, et on se resserre toujours de cette expérience. Et le dernier point, c'est de garder à l'esprit que la formation, ça coûte aussi, donc si on peut produire des outils suffisamment ergonomiques, eh bien, ça fait des coûts en moins. Et je suis toujours surpris de la différence entre l'informatique domestique, hein, qui est le smartphone, et l'informatique d'entreprise. Et l'entreprise doit vraiment se caler sur ce modèle smartphone où j'ai un besoin, je télécharge une application, je n'ai pas de formation, je la comprends tout de suite, et ça marche pour gérer un besoin que j'avais. Voilà, je pense ça que fait particulièrement écho et résonance à notre audience. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu Moras. Qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour ce témoignage.